Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la une au sommaire. Au Burundi, la réconciliation tarde. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit envoyer une délégation sur place pour empêcher le pays de sombrer dans la guerre civile. Quels sont ses moyens face au président Nkurunziza qui a déjà refusé le déploiement des soldats de l'Union africaine et qui repousse le dialogue avec l'opposition? L'Union européenne doit statuer sur le cas de la Pologne. Varsovie vient de promulguer une loi très controversée sur les médias publics. Ce texte permet au gouvernement de contrôler les patrons des chaînes d'État et va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Bruxelles peut-elle contrer ce retour en arrière? Pour décrypter ces thèmes, avec nous Caroline de Camaret, rédactrice en chef du service Europe à France 24, et Jean-Karim Fall, rédacteur en chef et spécialiste des questions africaines, toujours à France 24. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de la Pologne. Avant de vous interroger, Caroline, je voudrais commencer par un reportage, un extrait de reportage qui parle de la situation des médias publics en Pologne. C'est la cible du pouvoir polonais. Le groupe de télévision publique est dans le collimateur et dès la nomination du nouveau gouvernement mi-novembre, le ministre de la Culture Donald Ton en direct sur le plateau du JT. Votre chaîne fait de la propagande depuis des années. Maintenant, c'est terminé. Et le Parlement a suivi en adoptant une loi qui place de facto les médias publics sous la tutelle du gouvernement. C'est lui qui a inspiré la réforme. Jarosław Kaczyński, chef de la droite conservatrice, pas un grand amateur de pluralisme. L'émission de ce présentateur célèbre, jugée trop critique, a déjà disparu des programmes. Contrôle des médias et contrôle de la justice avec une réforme de la Cour constitutionnelle, la démocratie polonaise est-elle en danger ? Alors, le 13 novembre prochain, la Commission doit se réunir pour discuter de cette loi très controversée en Pologne. Elle menace la Pologne de sanctions. C'est quoi ces sanctions? Alors déjà, vous savez que tous les mercredis, les 28 commissaires européens se réunissent au Berlaymont. Et cette fois-ci, eh bien, on va parler du cas de la démocratie polonaise, qui est assez rare quand même très rare. En l'occurrence, plusieurs organisations, vous l'avez compris, de presse internationale ont saisi la Commission européenne de leur crainte, évidemment, pour le pluralisme. En effet, cette commission avait l'espoir un peu fou de convaincre le président, M. Duda, qui est également du parti Droit et Justice, qui est au pouvoir très fortement, vous l'avez compris, de ne pas promulguer la loi sur les médias. Simplement, c'est parti raté complètement, puisqu'il l'a déjà fait. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à la Commission européenne? À déclarer, comme Jean-Claude Juncker, son patron, tout simplement qu'il est important d'avoir des relations amicales avec un grand pays comme les Polonais, 38 millions de personnes, qui a beaucoup d'influence à l'Est, et que de toute façon, il n'est pas question de surdramatiser ni de trop sanctionner. Alors, en vérité, la Commission européenne a à ses dispositions une arme qui a été prévue par les traités, une arme ultime et assez grave quand même, qui s'appelle l'article 7, c'est-à-dire en vérité l'exclusion du droit de vote pour un certain temps des pays qui auraient des manquements graves à la démocratie. Elle ne va jamais le faire. Voter cette sanction, ça paraît extrêmement... ça paraît gros comme sanction quand même, non? Alors, ça a été quand même introduit justement pour les pays de l'Est, dont on avait des craintes au moment de leur élargissement dans les traités en 97, avec effectivement une grosse lourdeur quand même. Il faut une majorité du Parlement, de la Commission, etc. Et ça a déjà été plus ou moins utilisé. En tout cas, la menace a été bien réelle en 2000, quand un parti d'extrême droite a accédé en coalition au pouvoir donc le FPO autrichien. Et à partir de là, eh bien, les Européens sont inquiétés, ont commencé à brandir cet article 7. Finalement, ils ont fait des sanctions bilatérales, 13 pays ont adopté. Et ça n'a surtout pas marché, parce que ça n'a pas fait baisser l'extrême droite. À partir de là, c'est inefficace. Alors, on pense à un autre mécanisme qu'on a introduit en 2014, qui est de surveillance des pays. Ça mange pas de pain, en effet, un mécanisme d'état de droit, de placer Varsovie sous surveillance. Ça, c'est une autre possibilité, en effet. Mais ce n'est pas véritablement une sanction. Certains parlent aussi quand même de la sanction financière indirecte, parce que la Pologne reçoit beaucoup de subventions européennes. Est-ce que ça, ce serait aussi un moyen de pression peut-être plus efficace? On en parle beaucoup, mais pour l'instant, ça n'est pas prévu dans les traités. En effet, elle reçoit énormément de subventions européennes. Simplement, elle a des alliés, la Pologne, et c'est ça qui est quand même assez nouveau. Avant, elle était plutôt toujours du côté de l'Allemagne. Elle se rangeait à l'avis d'Angela Merkel, puisqu'elle était dirigée, on l'a dit, non pas par le droit et justice, les ultra-conservateurs, mais plutôt par les libéraux.
c'était toujours un duel droite-droite. Aujourd'hui, elle a je le disais, elle a des alliés dans les pays de l'Est qui ont aussi... Viktor Orban, on pense. Voilà, Viktor Orban, des positions anti-immigrés. Et donc, en vérité, les Européens, pour l'instant, ils comptent beaucoup sur les contre-pouvoirs nationaux. Ils se disent, il y a eu des grandes manifestations contre ces lois à la fois visant les tribunaux, la mainmise sur le judiciaire et la mainmise sur les médias. Même une grande figure de Solidarność comme Lech Walesa a parlé de possibles risques de guerre civile tant il y avait des manifestations de part et d'autre, de soutien aussi au gouvernement. Donc ça, c'est une piste. Qu'est-ce qui se passe entre la Hongrie et la Pologne finalement? On se dit que, et puis même dans d'autres pays d'Europe de l'Est, on se dit il y a une sorte de retour en arrière. En tout cas, il y a une vague autoritaire, assez conservatrice, pour ne pas dire ultra-conservatrice. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? On a du mal à comprendre. Vous avez très bien noté que 2015, on n'a pas passé notre temps à tenser un certain Viktor Orban en Hongrie pour dérive totalitaire. Il y avait toujours les mêmes problèmes avec, en effet, sa mainmise sur le judiciaire, sur les médias, la menace de rétablir la peine de mort qui est totalement illégale vis-à-vis des traités. Alors en effet, et puis procédure d'infraction sur les migrants aujourd'hui, alors qu'il a construit son mur anti-migrants et que donc il envoie des migrants régulièrement en prison. Simplement, il fait partie du grand parti, du Parti populaire européen, de la droite traditionnelle en quelque sorte européenne, et on n'ose pas l'en exclure. Donc il se tenait un petit peu par la barbichette avec Angela Merkel. Maintenant, les Polonais effectivement sont passés du côté de ceux qui entendent ne pas faire tourner en rond, faire tourner en bourrique l'Europe. Il y a aussi les socialistes en Slovaquie. On voit bien que 11 ans après l'élargissement, c'était en 2004, de tous ces pays, après les chutes du mur, on s'est dit finalement on va les rallier à la démocratie. Nous n'avons toujours pas les mêmes valeurs, notamment sur l'accueil des migrants, qui est un principe des pays européens, mais pas une tradition de ces pays de l'Est de l'Europe qui n'ont pas du tout l'habitude de cet accueil de migrants. Et donc ça, c'est un vrai problème. 2016, ça sera l'année où l'Europe sera confrontée à la montée des égoïsmes nationaux et peut-être même à une minorité de blocage sur toutes les initiatives de solidarité. Merci beaucoup Caroline, merci de nous avoir éclairé sur la situation de la Pologne et de l'Europe plus généralement. On va s'intéresser maintenant au Burundi. Je le disais, Jean-Karim Fall tout à l'heure, en principe, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU doit se rendre sur place la semaine prochaine. Est-ce qu'il va y aller? Écoutez, elle est attendue, la visite est programmée. Tout simplement, les membres du Conseil de sécurité, donc cette délégation, attend les visas. Voilà. Alors, bon, cela dit, je ne pense pas que les Burundais leur refusent l'autorisation de pénétrer sur le territoire. Simplement, je pense qu'il y aura sans doute des petites vexations, c'est-à-dire ils auront leur visa au dernier moment. Cette visite aura lieu. Le président de Nkurunziza n'est pas complètement fou. Il sait très bien qu'il est quand même obligé de caresser un petit peu dans le sens du poil la communauté internationale. Donc, il ne va pas faire cet affront aux Nations Unies. D'autant plus qu'on l'oublie bien souvent, mais entre le Burundi et les Nations Unies, il y a des rapports très étroits pour la bonne et simple raison que le Burundi est un gros contributeur de troupes en Somalie. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des troupes africaines qui bloquent la progression des Chebab en Somalie. Ce sont essentiellement premier contingent des Ougandais, deuxième contingent des Burundais et troisième contingent des Kenyans. Et comme vous l'imaginez, il n'y a pas beaucoup de pays qui se bousculent au portillon pour envoyer des troupes dans l'enfer de Mogadiscio. Donc les Nations Unies aussi vont faire attention, y compris l'Union africaine. Vont être prudentes. Mais alors, à quoi va servir cette mission? Enfin, dans quel but le Conseil de sécurité va se rendre sur place? On dit que c'est pour éviter la guerre civile, mais concrètement, concrètement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Vous savez, dans le jargon onusien, c'est une mission d'information. Donc les membres du Conseil de sécurité vont aller écouter, vont aller entendre toutes les parties, en tout cas celles qu'ils pourront voir, parce qu'il y a de nombreux opposants qui ont quitté Bujumbura parce qu'il en allait de leur vie, je dirais. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à grand-chose. C'est une mission d'information.
l'opposition, donc ils vont entendre le gouvernement, ils vont entendre les opposants qui sont encore là. Ensuite, cette délégation va rentrer à Washington, va faire rapport au secrétaire général, et ensuite, ce rapport sera présenté au Conseil de sécurité, et puis le Conseil de sécurité prendra les décisions. Prendra ou pas voilà. des décisions, des sanctions. En parallèle, il y a aussi le dialogue entre l'opposition et le pouvoir qui a été suspendu. C'est le président ougandais qui était le médiateur. Ça devait avoir lieu le 6 janvier dernier, ça a été plus ou moins reporté jusqu'au 15. Et visiblement, c'est reporté au calendrier grec, puisque côté gouvernemental, en tout cas, on n'a plus... En tout cas, pour l'instant, l'intention de négocier avec l'opposition. Donc ça, je dirais, c'est vraiment un très mauvais signe. C'est-à-dire que si ce fil ténu de dialogue se rompt, c'est vraiment très, très, très mauvais signe pour la suite. Il y a un dernier, peut-être médiateur, on peut les appeler comme ça, qui intervient, c'est l'Union africaine. L'Union africaine doit se retrouver, enfin, doit en tout cas discuter du Burundi à la fin janvier, discuter de l'envoi de troupes, de qu'est-ce que vous voulez, voilà. A priori, le président Nkurunziza est contre. Il l'a dit. Alors, il est contre. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Union africaine, parce que c'est, je dirais, l'acteur principal, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont envoyer des casques bleus à Bujumbura, puisque les Nations Unies ont, entre guillemets, d'autres chats à fouetter en ce moment, notamment au nord du continent, en Libye. Donc, on va sous-traiter l'affaire burundaise à l'Union africaine. Donc ça va être essentiellement le travail de l'Union africaine. Et ce travail a commencé, puisque déjà hier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est à l'Union africaine ce que le Conseil de sécurité tout court est aux Nations Unies. Donc ce Conseil de paix et de sécurité négocie et est en train de discuter avec un grand voisin du Burundi, un acteur, la Tanzanie. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi ce grand rendez-vous à la fin du mois où là, les chefs d'État vont être obligés, contraint de prendre une décision claire, c'est-à-dire est-ce qu'on outrepasse le refus du président Nkurunziza d'accepter sur son territoire une troupe d'interposition, enfin des Africains, on parle de 5000 hommes, est-ce que ces pairs qui seront réunis en sommet vont outrepasser ça? À titre personnel, moi je suis dubitatif. Vous savez, en Afrique, les chefs d'État et le sacro-saint principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un voisin, c'est un principe sacré. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Karim Fall de nous avoir éclairé sur la situation au Burundi. Merci beaucoup Caroline de Camaret. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.